Lorsque des millions de mètres cubes d'eau submergent zones habitées et campagnes, l'homme est confronté à l'une des pires catastrophes naturelles au monde, les inondations. Les 20 dernières années, elles ont causé plus de 150 000 morts sur la planète. Les inondations sont le risque le plus représenté à l'heure actuelle à l'échelle planétaire. On ne peut pas stopper une onde de crue, on ne peut pas stopper une inondation, on ne peut pas arrêter la pluie de tomber. Vous ne pouvez rien faire. Comment peut-on arriver à de telles inondations destructrices? Les scientifiques étudient les phénomènes météorologiques capables de déclencher des crues d'une puissance inouïe et de surprendre la population en un éclair. On va vraiment avoir des vagues qui vont traverser tout le territoire et qui vont tout ravager sur leur passage. C'est des mini-tsunamis, si vous voulez, qui vont se dérouler sur l'ensemble du territoire. La principale menace, les cours d'eau. S'ils sortent de leur lit, les dégâts sont spectaculaires, surtout lorsqu'ils traversent les plus grandes villes du monde. C'est exactement ce qui s'est passé à Paris et sa banlieue en 2016. Face à l'ampleur de l'événement, les prévisionnistes sont dépassés. En fait, juin 2016, c'est une crue atypique. C'est un scénario hors cadre. On n'avait pas du tout vu venir cette hauteur d'eau à cette période de l'année. Plus catastrophique qu'à Paris, c'est en Asie que les inondations sont les plus dévastatrices. En cause, un phénomène climatique bien connu, la mousson. Chaque année, elle provoque des pluies torrentielles qui ravagent tout sur leur passage. Vous avez des trompes d'eau, des cascades qui se créent en quelques heures, donc les catastrophes sont quasi inévitables. Des catastrophes qui peuvent aussi venir des océans. Les scientifiques parlent alors de submersion marine. Un danger qui menace nos littoraux de l'Atlantique, malgré les nombreuses digues de protection. C'est ce qui s'est passé en 2010. Avec la tempête Xynthia, toutes les conditions sont réunies pour créer l'une des pires inondations des côtes françaises. Il y avait des grands jets d'eau, puis tout d'un coup, la baie vitrée se met à exploser. Donc on s'est dit, on est dans notre maison, mais on est dans la mer, quoi. On est vraiment fait comme des rats. Avec le réchauffement climatique, de nombreuses régions du globe seront menacées par les inondations géantes. Les scientifiques s'alarment. Ces submersions risquent d'engloutir de plus en plus de pays dans le monde. Comment prévoir ce phénomène dévastateur qui touche des millions de personnes ? Si l'eau est une ressource naturelle essentielle pour l'homme, elle peut aussi devenir un élément destructeur. Lorsque des pluies diluviennes s'abattent, les territoires se transforment en de vastes zones inondées. Chaque année, ces images spectaculaires font le tour du monde. Elles nous rappellent à quel point l'homme reste impuissant face à cette force de la nature. Une catastrophe naturelle qui n'épargne presque personne sur la planète. Aujourd'hui, le risque inondation, c'est le premier rang des catastrophes naturelles dans le monde. Et on le voit de plus en plus, puisqu'on a des territoires qui sont de plus en plus vulnérables. Pour l'année 2017, on a à peu près 700 événements qui se sont produits pour à peu près 10 000 morts sur l'échelle du monde entier. Des inondations meurtrières souvent causées par le développement effréné des grandes villes. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale s'est installée en milieu urbain. Et pour gagner de la place, l'homme se met à construire de plus en plus sur les terrains inondables. L'ensemble des grands pôles d'urbanisation se sont faits majoritairement au bord de cours d'eau. C'est quelque chose qui est naturel, qui est historique. À l'échelle planétaire, on a à peu près un peu moins de 60% des villes qui sont soumises à des risques majeurs. Et la plupart de ces villes sont soumises au risque inondation.
Un risque qui a affecté ces 20 dernières années plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Les principaux pays touchés sont les États-Unis, l'Inde et la Chine. Mais la France ne fait pas exception. Un Français sur 4 habite en zone inondable. Mais alors comment une telle catastrophe peut-elle se produire? Dans la majorité des cas, tout commence par la pluie. Car ce sont les millions de litres d'eau qui se déversent sur un territoire qui alimentent des rivières ou des fleuves. Mais en temps normal, l'eau de pluie n'a pas le temps de rejoindre le cours d'eau. En effet, avec la chaleur de la terre ou grâce à l'action de la végétation, elle s'évapore dans l'atmosphère. L'eau qui reste s'infiltre dans les sols et rejoint les nappes phréatiques. Par contre, si la pluie est trop abondante, la terre se retrouve gorgée d'eau et forme une couche imperméable à la surface. C'est ce que les spécialistes appellent des sols saturés. Si le sol est saturé, en fait, ses capacités d'infiltration vont être réduites. Plus un sol est saturé, plus la vitesse d'infiltration dans ce sol est faible. Et donc, on peut avoir localement des moments où l'intensité de la pluie dépasse la capacité d'infiltration dans le sol. Alors, à ce moment-là, l'eau stagne en surface et elle ne stagne pas très longtemps. S'il y a un peu de pente localement, l'eau commence à ruisseler. Et plus le relief est important, plus vite l'eau va dévaler les pentes. Un ruissellement qui s'accélère davantage lorsque l'eau de pluie rencontre les sols des zones urbaines, imperméabilisées par l'asphalte des routes et des trottoirs. Dès lors que l'eau ruisselle à la surface d'une zone imperméabilisée, elle va rejoindre un caniveau, elle va rejoindre une zone où elle va transiter plus rapidement. Elle va former des mini-rivières, des rivières éphémères bien sûr, qui s'arrêteront dès lors que la pluie s'arrêtera. Et puis dans ces mini-rivières éphémères, l'eau va transiter très vite. Ces images de Paris témoignent de l'ampleur que peut prendre ce phénomène lors d'une pluie torrentielle. Pire, le 3 octobre 2015, Cannes a été victime de l'un des événements pluvieux les plus tragiques recensés en France ces 40 dernières années. Ce jour-là, un orage stationnaire cause des pluies diluviennes. L'imperméabilité des sols fait monter en quelques instants le niveau de l'eau dans les rues de la ville. On déplore des milliers de sinistrés et surtout 5 morts. Il y a des études qui ont été menées qui montrent que 90% des victimes qui ont eu lieu en France ces dernières années ont eu lieu en dehors des cours d'eau. On n'était pas dans la zone inondable. On était dans une zone qui était soumise justement à cet effet de ruissellement. Ce ruissellement va aussi alimenter en eau, de manière inhabituelle, les cours d'eau les plus proches. En temps normal, un cours d'eau coule dans ce qu'on appelle le lit mineur. Mais lorsque la quantité de pluie est importante, le cours d'eau entre en crue. Son niveau et son débit augmentent. Il s'étend tout d'abord dans ce qu'on appelle le lit moyen. Quand les pluies sont très au-dessus de la moyenne, la crue prend des proportions exceptionnelles et submerge son lit majeur. Elle cause alors une inondation des territoires, habituellement hors d'eau. On est capable aujourd'hui de déterminer à travers des atlas de zones inondables quels sont ces champs d'inondation potentiels et on se rend compte qu'effectivement on a construit énormément sur ces dernières décennies dans ces territoires. C'est exactement ce qu'il s'est passé en Allemagne avec les fleuves de l'Elbe et du Danube. En juin 2013, ces fleuves enregistrent des records de crues. À certains endroits, ils dépassent jusqu'à 4 fois le niveau de leur lit habituel. Ces inondations causent des dégâts de presque 7 milliards d'euros et obligent plus de 85 000 personnes à évacuer. Une situation dramatique qui va se prolonger sur plusieurs semaines. L'inondation met beaucoup de temps à se propager puisqu'on est sur des pentes qui sont très faibles et donc l'eau met beaucoup de temps pour avancer. On est aussi sur des zones très vastes où les espaces qui sont occupés par les cours d'eau sont très importants et de fait l'étalement fait qu'on a une vitesse qui est beaucoup plus lente que dans une configuration beaucoup plus étroite où là les débits sont beaucoup plus rapides. C'est notamment le cas dans les reliefs de montagne. Les vallées étroites et les pentes raides peuvent causer en quelques heures ce que les spécialistes appellent une crue éclair.
En fait, une crue éclair signifie vraiment d'une intensité extrêmement forte en un laps de temps très rapide. D'ailleurs, quand on regarde l'hydrogramme de crue, c'est-à-dire le graphique qui permet de montrer la montée des eaux en un espace de temps donné, on va avoir quasiment un pic. C'est-à-dire que vraiment, on a une montée immédiate et une décrue tout aussi rapide. À l'origine de ce phénomène extrême, les orages. Leurs nuages, chargés en humidité, provoquent de fortes précipitations sur des territoires très localisés. Les niveaux des cours d'eau montent rapidement. Ils peuvent atteindre en seulement quelques heures plusieurs mètres. Les conséquences, c'est d'avoir des dommages très importants, et notamment par l'arrachement de ce qui va se situer sur les berges, comme la végétation par exemple, qui, lorsqu'elle va rencontrer un point de resserrement plus étroit, dans des gorges par exemple, ou bien lorsqu'elle va avoir à franchir un obstacle tel qu'un pont, elle peut se coincer dans ces points étroits ou sous les arches du pont et former ce qu'on appelle des embâcles. Alors les embâcles sont des barrages naturels qui ne sont bien sûr pas faits pour résister, et ils peuvent bien entendu céder, et de fait on va avoir un phénomène de vague qui va se propager, une onde de crue qui va se propager très rapidement. On va vraiment avoir des vagues qui vont traverser tout le territoire et qui vont tout ravager sur leur passage. C'est des mini-tsunamis, si vous voulez, qui vont se dérouler sur l'ensemble du territoire. Ces barrages ont accumulé une importante masse d'eau qui va alors dévaler les pentes et augmenter de manière soudaine son débit. Autrement dit, la puissance de l'eau devient incontrôlable et peut avoir des conséquences dramatiques pour les hommes. Une personne qui n'est pas très en forme, si elle tombe dans 15 cm d'eau, allant au-delà d'un mètre seconde, eh bien, elle peut ne pas arriver à se relever. On a une réelle force d'arrachement de l'eau et une réelle puissance. Il faut savoir, par exemple, que lorsque vous avez de l'eau sur la chaussée, il suffit de 30 cm d'eau pour emporter une voiture. Un tiers des gens qui meurent lors d'une crue exceptionnelle, en fait, sont morts noyés, emportés par leur véhicule. Là où ils se sentaient en sécurité, en fait, ils ont été mis en danger, tout simplement parce que le véhicule s'est mis à flotter. Dans le monde, les inondations ont causé ces 20 dernières années plus de 150 000 décès. Si sur cette période, on a enregistré plus de 3000 événements qui ont submergé toute la planète, les victimes sont presque toutes concentrées sur un seul continent. Au total, 95% des victimes, en fin de compte, sont sur le continent asiatique. Tout simplement parce qu'on a des inondations qui sont récurrentes annuellement et donc qui sont liées à un phénomène climatique qui est très bien connu, qui est la mousson, et qui va générer les inondations les plus catastrophiques au niveau mondial. La mousson provoque les inondations les plus catastrophiques au monde. La raison en est simple. Ce phénomène climatique est l'un des plus puissants de la planète. C'est à la base un flux de masse d'air, autrement dit, des vents nés de la différence de température entre le continent et la mer. Entre le mois de juin et de septembre, le Soleil a tendance à réchauffer plus rapidement la Terre que les océans. Cet air chaud qui se dégage des sols s'élève et aspire ainsi les vents moins chauds, mais gorgés d'humidité venue de l'océan. Dans le cas de l'océan Indien, le réchauffement de la surface de l'eau va avoir un effet majeur sur le début de la mousson au mois de juin. Un phénomène météorologique bien connu des climatologues. Plus la température est élevée et l'océan Indien est très chaud, plus les vents de mousson sont gorgés de vapeur d'eau, d'humidité. Et ces vents humides se dirigent vers le continent et arrivent sur la côte ouest de l'Inde. Pour transformer cette humidité en pluie diluvienne, ces vents de mousson doivent encore s'élever dans l'atmosphère. Et c'est souvent un obstacle comme une montagne qui va provoquer cette élévation. Donc ces flux de mousson chargés d'humidité abordent frontalement ces chaînes de relief. Donc l'air est obligé de monter. Quand il monte, il se refroidit. L'eau se condense. Vous avez formation encore plus de nuages et précipitations. Des nuages gorgés d'eau qui vont causer des inondations spectaculaires sur l'une des mégalopoles indiennes les plus peuplées, Bombay, et ses 18 millions d'habitants. Située sur la côte ouest de l'Inde, elle se trouve justement en aval d'une chaîne de montagnes. Les Ghats occidentaux,
avec à peine 1200 mètres d'altitude, suffisent comme relief pour former ces fameux nuages de mousson. Et déjà, avec ce relief de faible altitude, les pluies deviennent démesurées. Le 26 juillet 2005, il est tombé 1 mètre de pluie en 24 heures. Donc beaucoup plus que la quantité annuelle n'importe où en France, en 24 heures. Lorsque les spécialistes parlent d'1 mètre de pluie, il faut comprendre la quantité d'eau qui tombe sur seulement 1 mètre carré, soit ici l'équivalent de 5 baignoires. Le phénomène est dévastateur, car ces nuages de pluie s'étalent sur des dizaines de kilomètres carrés. C'est extrêmement impressionnant. C'est comme si vous imaginiez que vous circuliez sur une autoroute et de part et d'autre de l'autoroute, vous avez des trompes d'eau, des cascades qui se créent en quelques heures et des quantités d'eau qui dévalent les pentes, des reliefs, des tonnes d'eau en fait, qui tombent. Au contact des montagnes, la condensation de l'air va aussi libérer une énergie. On parle de chaleur latente. Cet air plus chaud provoque ce que les scientifiques appellent une boucle de rétroaction positive. Les nuages vont s'auto-alimenter en humidité. C'est la raison pour laquelle les pluies de mousson peuvent durer pendant plusieurs mois. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, entre juin et septembre, il tombe 80% de la pluviométrie annuelle. Alors cette pluie, elle est nécessaire bien sûr pour l'agriculture du riz ou encore du coton, mais le problème c'est que lorsque cette mousson est trop active, ça a un effet inverse. Et là, pour le coup, on assiste à des drames humains très importants. Car cette énorme quantité d'eau qui dévale les pentes des montagnes se répand à une vitesse spectaculaire, des kilomètres à la ronde, pour envahir les zones habitées. L'un des facteurs aggravants des inondations est l'urbanisation galopante, car les sols y sont devenus imperméables. Dans les villes, l'eau monte rapidement et devient un piège mortel pour les habitants. Tout ce qu'on avait a été submergé par les eaux. S'il vous plaît, aidez-nous. Le continent asiatique est particulièrement vulnérable. Pourquoi? Parce qu'il s'est développé de manière galopante durant ces 30, 50 dernières années. Et donc cette urbanisation qui a été vraiment effrénée n'a pas intégré cette question du risque, pourtant récurrente et annuelle. Et le problème, c'est que dès qu'on n'intègre pas dans les questions d'urbanisme et d'aménagement du territoire ce risque, finalement on va accroître ce phénomène. Il y a beaucoup de bidonvilles, de gens qui vivent dans des maisons de tôle. Et bien évidemment, si vous avez des lames d'eau d'1 mètre ou de 2 mètres, vous pouvez imaginer ce qui se passe dans ce type d'habitat. Donc les catastrophes sont quasi inévitables. De plus, piégée par les sols imperméables, l'inondation met beaucoup de temps à refluer. Au bout de seulement 48 heures, cette eau qui n'arrive pas à s'écouler est souillée par toutes sortes de déchets. On a un réel problème de salubrité publique avec les eaux stagnantes. On peut avoir la présence de cadavres animaux dans l'eau qui va engendrer le développement possible de pathologies et qui peuvent créer un risque sanitaire réel pour une population entière. Ces inondations dramatiques touchent tout le continent asiatique. Un peu plus au nord, la Chine, le pays le plus peuplé du monde, est lui aussi frappé par ce phénomène extrême. En 30 ans, on y a recensé plus de 200 inondations géantes. Comme en témoignent ces images spectaculaires. En août 2016, la ville de Yulin, une cité de 3 millions d'habitants, est envahie par une violente crue éclair. Face à la puissance torrentielle de l'eau, 3 personnes se retrouvent coincées dans cette voiture, qui risque d'être emportée à tout moment. Heureusement, les passagers du bus se mobilisent. Ils parviennent à extraire in extremis la conductrice et ses enfants. La Chine est concernée par une mousson qui vient du Pacifique Ouest et qui apporte aussi des quantités de pluie importantes. Et c'est aussi une région qui est très concernée par les cyclones, en fait, ou les typhons, ou les tempêtes tropicales, même pendant la saison de mousson. La Chine se trouve aux limites nord de la mousson. Les vents y sont moins forts et ne sont pas capables d'empêcher la formation de cyclones, contrairement aux autres pays asiatiques situés au bord de l'océan Indien.
Une situation exceptionnelle qui va démultiplier la quantité de pluie qui tombe sur le sud de la Chine lorsque moussons et cyclones se conjuguent. Chaque année, des inondations destructrices forcent des centaines de milliers de personnes à évacuer leurs habitations construites en zone inondable. Nous avons reçu l'ordre du gouvernement de faire évacuer les habitants dans l'heure. Nous avons réussi à en évacuer la moitié. Et avec ces gigantesques pluies, les catastrophes s'enchaînent. Les terres fragilisées provoquent des glissements de terrain spectaculaires. La mousson commence début juin. Et en 2017, les conséquences sont tragiques dès le premier mois. Malheureusement, le bilan humain est très lourd, hein. Plus de 60 morts, des dizaines de personnes disparues. Près de 50 000 maisons ont été détruites, hein, se sont effondrées pendant cette période. Près de 350 000 habitations ont été impactées, donc partiellement détruites. C'est un chiffre assez impressionnant. Des centaines de milliers de personnes ont dû être déplacées. On parle d'1 million de personnes, hein, qui ont dû se déplacer pendant cette mousson afin de survivre en quelque sorte. Et puis le bilan économique également qui est très lourd, hein, près de 5 milliards d'euros. Donc vraiment une mousson dévastatrice en Chine en juin 2017. Au final, ces inondations auront été les plus catastrophiques de cette dernière décennie en Chine. En 2017, sur le continent asiatique, pas moins de 40 millions de personnes auront été affectées par ce phénomène dévastateur. Les grandes capitales ne sont pas épargnées par cette menace. Au Japon, les scientifiques ont trouvé la solution pour y faire face. Tokyo est régulièrement victime d'inondations géantes provoquées par les pluies diluviennes. Un problème majeur pour cette grande mégalopole de 37 millions d'habitants, construite en zones inondables. Je pense qu'il est important de rappeler que Tokyo est la ville la plus vulnérable au risque inondation au monde. Pour s'en protéger, la capitale nippone a vu les choses en grand. Elle s'est dotée d'un système de canalisation anti-inondation spectaculaire, situé à une trentaine de kilomètres en amont de la capitale. Nous sommes sous une des zones inondables de la ville. Avec l'urbanisation, de nombreux bâtiments et de routes y ont été construits. Mais aujourd'hui, les inondations causent des dégâts de plus en plus importants. Ce réservoir est là pour résoudre ce problème. Baptisée Projet Gekan, cette cathédrale de béton est un des plus grands collecteurs anti-inondation au monde. Installé à 50 mètres de profondeur, il capte et détourne l'équivalent de 100 piscines olympiques à la fois. Depuis 2006, ces canaux souterrains ont permis de canaliser les crues de la grande mégalopole et d'éviter ainsi une centaine d'inondations qui auraient fait de nombreuses victimes dans cette zone très peuplée. Si la France a un climat moins extrême que l'Asie, elle n'est pas épargnée pour autant par les inondations. L'ensemble du pays est traversé par 270 000 km de cours d'eau, avec un risque d'inondation majeure sur 5% du territoire. En France, le risque inondation est le risque le plus important sur la France métropolitaine. On est sur 17 millions d'habitants qui sont concernés, soit 1 sur 4. Parmi les plus grands fleuves français, la Seine ne déroge pas à la règle. Ce fleuve coule sur plus de 700 km depuis le plateau de Langres jusqu'au Havre, où il se jette dans la Manche. Son bassin versant s'étend sur plusieurs départements, récoltant ainsi les eaux de ses nombreux affluents comme l'Oise, la Marne, l'Aube et l'Yonne. Ce vaste territoire regroupe près de 30% de la population française. L'un des points critiques de ce fleuve, Paris, et sa banlieue qui concentre 12 millions d'habitants. Chaque année, ce fleuve est sous haute surveillance, car il déborde régulièrement. En janvier 2018, une grande crue a frappé la capitale et la majeure partie du bassin de la Seine. Mais la plus violente des inondations date de juin 2016, à une période de l'année où on ne l'attendait pas. En seulement quelques jours, le fleuve a atteint son plus haut niveau depuis plus de 30 ans. À l'époque, les autorités envisagent un scénario catastrophe, une crue centenale. La crue centenale, c'est une crue qui a une chance sur 100 de se produire chaque année.
Ce n'est pas une crue qui revient tous les 100 ans, mais bien une probabilité statistique d'une chance sur 100 chaque année. Une crue centennale particulièrement redoutée, car elle menace directement les 2 millions d'habitants de la capitale. C'est ce qui s'est passé en 1910. À l'époque, la Seine atteint un niveau record de 8,62 m, soit plus de 6 mètres au-dessus de son niveau habituel. Pendant plusieurs semaines, elle a affecté plusieurs quartiers et inondé plus de 20 000 immeubles. Les dommages sont colossaux. Cet événement a profondément marqué la ville, qui cherche depuis à se protéger à tout prix contre une nouvelle crue exceptionnelle. Pour protéger Paris suite à la crue de 1910, on a entrepris des travaux de construction de grands barrages. Et ces 4 grands barrages sont situés sur chacun des grands affluents de la Seine. Ces grands barrages alimentent des lacs réservoirs. Pendant l'hiver, ils emmagasinent une partie de l'eau déversée par les pluies. C'est ce qu'on appelle l'écrêtement des crues. En été, ces lacs jouent un autre rôle bénéfique pour la Seine. Lorsque le niveau du fleuve est en étiage, autrement dit au plus bas, l'eau stockée permet de le réalimenter. Le bassin de la Seine est à la fois extrêmement plat et extrêmement poreux. Il a fallu trouver des cuvettes imperméables à proximité des cours d'eau. Et via un système de canal qui prélève de l'eau sur le cours d'eau naturel, on envoie cette eau dans la cuvette imperméable, et ce qui permet de limiter, on va dire, les niveaux d'eau sur les agglomérations qui sont situées depuis le 1er mètre en aval de ces ouvrages jusqu'à la région parisienne et même au-delà. Le défi est de taille. Pour réduire la montée des eaux dans Paris de 80 cm à peine, il faut remplir les 4 lacs réservoirs, qui ont pourtant une capacité de stockage de près de 800 millions de mètres cubes. 800 millions de mètres cubes d'eau, ça peut paraître colossal, et pour autant, en quelques semaines de pluie, ça peut quasiment se saturer et se remplir complètement. Mais que se passe-t-il lorsque les dernières crues arrivent très tard dans la saison? C'est ce qui est arrivé en mai 2016. À cette époque, les lacs réservoirs sont remplis pour faire face au bas niveau de l'été. Mais l'Île-de-France va être touchée par des pluies hors normes. On est quasiment aux portes de l'été météorologique. Pour les ingénieurs de Météo France, l'été météorologique débute le 1er juin. Donc lorsque vous avez déjà un mois de mai qui affiche 3 fois plus de pluie qu'en temps normal, vous vous dites, bon, maintenant, ça y est, ça va se calmer, on arrive au mois de juin, c'est le début de l'été, la saison sèche. En fait, les sols qui commencent en général à s'assécher au mois de mai, parce que la végétation a bien reprise, sont restés extrêmement humides et ils ont été, à la fin du mois de mai, complètement saturés. En temps normal, l'eau s'évapore grâce à la végétation ou s'infiltre dans les sols pour rejoindre les nappes phréatiques. Mais lorsque les sols sont saturés, l'eau commence à ruisseler vers les cours d'eau. Fin mai 2016, la météo s'aggrave brutalement. En quelques jours, des pluies torrentielles s'abattent sur la France, avec des cumuls exceptionnels. Sur cette charte des cumuls des précipitations, lorsqu'on a du bleu, c'est qu'on a eu des cumuls de précipitations en général supérieurs à 150 mm pour les 5 jours. La région Île-de-France et le bassin versant de la Seine ont été parmi les plus arrosés à ce moment-là. On a mesuré des précipitations représentant entre un quart et un tiers des précipitations annuelles. Sur plusieurs villes, sur Paris, sur Troyes, sur Orléans, on observe des précipitations qui dépassent localement les 140 à 180 mm. Donc tous les records sont explosés pour ce mois de mai 2016. Des précipitations placées sous étroite surveillance. Afin d'anticiper d'éventuelles crues, partout en France, près de 22 000 km de cours d'eau sont analysés 24 heures sur 24 par les prévisionnistes de Vigicru. Vigicru, c'est un système qui nous permet de connaître en temps réel l'évolution des cours d'eau. On a un système d'appareillage qui nous permet d'avoir des niveaux de vigilance vert, jaune, orange, rouge en fonction de la montée des cours d'eau. Et ces éléments sont des éléments de prévision. Une surveillance effectuée sur de nombreux affluents de la Seine, car la moindre montée des eaux peut provoquer une catastrophe majeure qui toucherait 20 millions de personnes. En mai 2016, l'attention se porte tout à coup sur le Loing, une rivière sans histoire en temps normal.
Le Loing, il apporte moins de 10% du débit de la Seine à Paris. Il fait 4000 km² de bassin versant et il a un débit moyen de l'ordre de 20 m3 par seconde. Le débit moyen de la Seine à Paris, c'est 300 m3 par seconde. Donc c'est un affluent de rive gauche, un gentil affluent tout à fait mineur. Un affluent mineur qui pourtant subit à partir du 28 mai 2016 des précipitations inhabituelles. Vigicru enregistre alors une réaction immédiate du cours d'eau sur cet hydrogramme. Ce graphique affiche l'évolution du niveau d'une rivière. On voit ici le Loing qui a des hauteurs tout à fait habituelles, en gros quelques dizaines de centimètres. Et soudain, on voit la courbe grimper, atteindre des hauteurs tout à fait exceptionnelles, à 3,50 m. Des hauteurs qui justifient la mise en vigilance rouge du Loing à cette époque de l'année. La vigilance rouge prévoit un risque de crue majeure, autrement dit des inondations très importantes qui menacent directement la sécurité de la population. Quand j'ai regardé l'hydrogramme de crue au niveau du bassin du Loing le 31 mai, j'ai commencé à voir sa réaction et à comprendre qu'effectivement, là, on n'était pas dans un cas traditionnel, on était hors cadre. Ces 130 mm de pluie ont apporté un demi-milliard de mètres cubes d'eau. Un demi-milliard, c'est beaucoup d'eau. Un demi-milliard, c'est l'équivalent de 200 000 piscines olympiques. Il coule dans le Loing 10 fois plus d'eau que d'habitude. Une quantité extraordinaire qui fait déborder la rivière dans son lit majeur. Très vite, les premières villes sont inondées. Un phénomène d'une telle ampleur que les spécialistes ont du mal à retrouver un précédent dans l'histoire. On est, dans le cas du Loing, en présence d'une crue absolument extraordinaire. Sa période de retour, qui caractérise sa rareté, elle se chiffre en centaines d'années, voire en milliers d'années. Le 1er juin, cette inondation historique surprend les habitants de Nemours. On mesure plus d'1 mètre d'eau au centre de la ville. Les 4000 habitants doivent être évacués en urgence. Face à cette crise majeure, rien ne semble pouvoir empêcher la progression de cette inondation exceptionnelle, ni même les fameux lacs réservoirs. Le Loing se jette dans la Seine bien après ces lacs réservoirs. Donc ces lacs réservoirs étaient tout simplement hors jeu. Lorsqu'on a vu ce qui se passait en amont, on s'est dit, en fait, c'est ce qui nous attend. C'est ce qui nous attend à Paris. Et je crois que c'est vraiment là où on a pris la mesure de l'importance de cette crue. Une inondation n'envahit pas tout le territoire en même temps, mais elle se répand en suivant le cours d'eau tel une vague, du point le plus haut vers le point le plus bas. Les scientifiques appellent cette progression de la montée des eaux une onde de crue. Si en 2016, le Loing est la plus grosse menace, d'autres affluents atteignent aussi des niveaux inquiétants du fait des fortes pluies. Et dans ce cas, le principal risque d'un bassin versant est de subir une arrivée des ondes de crue simultanées de plusieurs affluents. Un phénomène connu sous le nom de crue concomitante. Ce qui compte, c'est à partir de quand les ondes de crue des différentes propagations des différents bassins vont finir par se croiser et devenir concomitantes. Si vous avez plusieurs bassins qui réagissent et si effectivement tout ça converge, et là on arrive sur des niveaux très très importants. En juin 2016, ces crues concomitantes ne vont pas tarder à converger vers la Seine. Elles se jettent toutes dans le fleuve principal, à seulement quelques kilomètres en amont de Paris. Au cœur de la capitale, sous le pont d'Austerlitz, les autorités mesurent en temps normal un niveau moyen de 2 mètres. Le fleuve va très rapidement atteindre des seuils critiques. On observe même une montée des eaux de 5 cm par heure. Dès 3,70 m, les autorités décident de fermer la voie Georges Pompidou. Ce sont quand même des dizaines de milliers de voitures qui circulent chaque jour sur son tronçon. Puis dès 4,30 m, c'est l'arrêt de la navigation fluviale avec des impacts économiques importants. Et puis ensuite, le niveau continue d'augmenter. Et à 5,80 m, 6 m, on a déjà des infiltrations dans les stations de métro qui doivent fermer pour des raisons de sécurité. Moins d'une semaine après les premières averses sur le Loing, le pic de crue de la Seine est de 6,10 m. Le zouave du pont de l'Alma, la référence populaire des Parisiens, n'avait pas vu une telle montée des eaux depuis 1982.
On n'avait pas du tout prévu ni vu venir cette hauteur d'eau atteinte sur le territoire à cette période de l'année. On n'imaginait pas que ces crues printanières allaient pouvoir finalement surélever le cours d'eau aussi rapidement en aussi peu de temps. Donc ça, c'est quelque chose qui était difficilement prévisible. Si Paris a échappé à une inondation majeure, le bilan est bien plus lourd en amont et en aval de la capitale. Cette catastrophe a obligé pas moins de 20 000 personnes à être évacuées. Après la crue de 1910, on a rehaussé les quais de Paris à la côte de 1910, c'est-à-dire 8,60 m, mais pas la banlieue puisqu'elle n'existait pas à l'époque. On a une concentration démographique qui est telle en Île-de-France que il faut trouver du terrain pour bâtir. Et donc du coup, on a construit ces dernières décennies sur des zones inondables. En 2016, la crue de la Seine a causé plus d'1 milliard d'euros de dommages. Si le fleuve était touché par des inondations équivalentes à une crue centennale comme en 1910, on estime le coût à 30 milliards d'euros. Cela impacterait 5 millions de personnes, rien qu'en Île-de-France. Les zones proches des cours d'eau ne sont pas les seules à être touchées par les inondations géantes. Les littoraux d'une grande partie de la planète sont aussi concernés. Des centaines de millions de personnes vivent sur des côtes qui risquent d'être submergées par les mers et les océans. On parle de submersion marine. La submersion marine, c'est lorsque les eaux de mer, les eaux salées, pénètrent à l'intérieur des terres. Donc on a un phénomène de dépassement des ouvrages de protection ou du cordon dunaire. Et on a donc un envahissement de ces eaux marines sur les littoraux. Dans le monde, il existe 2 types de submersion marine. La plus connue est aussi appelée tsunami. Les séismes en sont généralement la cause. Elle se caractérise par une vague qui déferle sur les côtes, provoquant une montée soudaine des eaux sur tout le littoral. L'autre type de submersion marine est provoquée cette fois-ci par des phénomènes purement météorologiques, tels que des ouragans ou encore de violentes tempêtes. C'est ce second type de submersion qui menace le littoral atlantique français. En 2010, la tempête Xynthia va déclencher sur les côtes charentaises et vendéennes des inondations aux conséquences dévastatrices. C'est une des pires submersions marines que la France métropolitaine ait jamais connue. Tout commence le 27 février 2010. Les météorologistes prévoient le passage sur les côtes atlantiques françaises d'une tempête d'une intensité hors norme. On voit une poche de vent très fort avec des rafales qui atteignent les 150 km/h qui sont sur le littoral atlantique. C'était la première fois depuis 8 ans que la procédure de vigilance est opérationnelle, que la Charente-Maritime et la Vendée étaient placées en vigilance rouge. Donc une fois tous les 8 ans, ça montre quand même la manière dont on voyait cette tempête. On pensait effectivement que c'était quelque chose de très grave. Le pic de cette tempête, appelée Xynthia, est prévu le 28 février, entre 2h et 5h du matin. Mais problème, cette nuit-là, un autre phénomène va alerter les prévisionnistes. La marée haute, liée à la position de la Lune. C'est l'astre qui influence le plus les marées des océans. La Lune met 28 jours pour faire le tour de la Terre. Et dans 2 positions particulières, l'attraction qu'elle exerce est importante et ça déclenche des marées hautes de Vivo, c'est-à-dire des marées pour lesquelles l'amplitude est importante. Et là, ce qui s'est passé pendant Xynthia, c'est qu'on a eu la tempête pendant la grande Vivo. Ce 28 février, le coefficient de marée prévoit une montée des eaux de 6,5 mètres. Cette hauteur est la différence entre la basse et la haute mer. Mais la nuit de la tempête Xynthia, ce niveau d'eau va atteindre plus de 8 mètres. Toute élévation du niveau d'eau qui est au-dessus de ce qui est prédit, ça porte un nom, ça s'appelle une surcote. Et dans le cas de Xynthia, la surcote en question était de 1,50 m au-dessus du niveau prédit. Cette surcote est en partie liée au système dépressionnaire de la tempête qui aspire l'eau vers le haut et augmente son niveau de près d'un demi-mètre. Le dernier mètre
est lui causé par le frottement du vent sur la surface de l'eau. Plus le vent est fort, plus il accroche les vagues et plus il augmente la houle. Toutes les conditions sont alors réunies pour pousser les vagues destructrices au-dessus des digues et déferler sur les terres, entraînant de terribles inondations. Le timing joue un rôle très important, c'est-à-dire l'heure à laquelle la tempête va passer. Là, malheureusement, la tempête Xynthia, elle est arrivée au moment de la pleine mer. Vous aviez donc cette surcote de 1,50 m et l'eau qui est rentrée dans l'intérieur des terres. Et ça, clairement, on ne peut rien y faire. Une addition des forces de la nature qui n'arrive que très rarement. Dans le cas de Xynthia, la submersion marine va inonder des zones habitées situées sur un territoire à très faible altitude. Autrefois, ces terres étaient sous les eaux, à chaque marée haute. Pour contrôler cette marée, l'homme a construit les digues et on a fini par poldériser, c'est-à-dire qu'on a gagné du territoire sur l'océan grâce à ces digues. Et derrière les digues, ces territoires qui étaient en position basse, en plus se sont tassés. Et au final, on arrive à des territoires qui sont sous le niveau de la mer en marée haute de Viveau, naturellement. En Charente-Maritime, au sud de La Rochelle, Étré est une des villes touchées par Xynthia. La zone sinistrée se trouve derrière ces digues, sur ces fameux polders. Anna et sa famille vivaient ici depuis quelques années. La nuit de la tempête, elle est encore réveillée lorsque surgit l'eau dans son jardin. On a vu que l'eau remplissait complètement le jardin, quoi. Donc on voyait de l'eau jusqu'en haut de la baie vitrée. Donc on s'est dit, on est dans notre maison, mais on est dans la mer, quoi. Pourquoi l'eau est-elle montée si vite? Lorsque les vagues atteignent leur hauteur maximale, elles déferlent au-dessus des digues ou s'engouffrent par la moindre brèche. Cette eau se retrouve alors piégée entre ce système de protection et la voie ferrée, construite sur un remblai. L'eau ne peut plus s'évacuer dans la mer, puisque le niveau de la terre est en dessous de celui de la mer. Les habitants sont pris au piège dans cette cuvette étroite. Et plus l'eau monte, plus elle exerce une forte pression sur les maisons. La moindre ouverture devient un danger potentiel. Donc ça a commencé à faire des jets d'eau partout au niveau de tous les joints, en fait. Donc là, au niveau de la porte, c'est pareil, il y avait des grands jets d'eau qui apparaissaient un peu de partout. Au niveau de la fenêtre, c'était pareil. Tous les joints, hein, ça pissait de partout, en fait, de l'eau. Et puis tout d'un coup, la baie vitrée, en fait, se met à exploser. L'eau s'engouffre à l'intérieur en quelques secondes et atteint rapidement 1,80 m. Anna et sa famille doivent réagir immédiatement. Leur seule issue, fuir vers l'extérieur. Il faut sortir de la maison parce qu'on ne sait pas jusqu'où l'eau va rentrer, vu qu'on est dans une maison de plein pied, que tout est fermé. On est vraiment fait comme des rats. Pas d'étage, pris au piège. Le fait d'avoir un habitat de plein pied, et on l'a vu avec la tempête Xynthia, fait qu'on a vraiment une vulnérabilité qui est accrue et qui fait que l'enjeu humain est directement concerné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité aux gens de pouvoir avoir un étage refuge et donc c'est vraiment la sécurité des personnes qui est mise en danger. Heureusement, les clés sont sur la porte et on peut ouvrir cette porte-là et on se retrouve donc dehors. Et là, faut nager, quoi. Là, vous êtes dehors dans la mer. Pour rejoindre un toit refuge, ils nagent dans une eau glaciale. Et comme pour les inondations des rivières, l'eau n'est pas translucide, mais boueuse, car chargée en sédiments. Ça, c'est la vase qui a été transportée par l'eau de la tempête et que les gens ont retrouvé dans leurs habitations, dans leurs jardins, etc., qui a tout recouvert. On voit que c'est un sédiment qui est extrêmement fin, hein, et s'il y a des vagues, et a fortiori s'il y a une tempête, elle va accompagner le mouvement de l'eau. Mais cette eau boueuse a un autre inconvénient. Elle est salée. Lors des submersions marines, l'inondation a des conséquences dramatiques sur les sols. L'eau salée va re-rentrer ensuite dans les nappes, dans les terres, et donc va avoir d'autres types de dommages, notamment sur le plan agricole. On a donc un impact sur la végétation qui va être bien plus important que sur des eaux non marines, non salées. Après le passage de la tempête Xynthia, le bilan humain est considérable. On déplore 47 décès en France. Presque tous ont été pris au piège chez eux par la submersion très rapide. On a gagné par rapport à l'océan
lors des derniers siècles en poldérisant les côtes. Mais ces côtes sont extrêmement fragiles et il suffit finalement de pas grand-chose pour que l'océan reprenne ses droits. Des inondations venues des océans qui menacent d'autant plus les côtes du monde entier sous l'influence du réchauffement climatique. Depuis un siècle, les scientifiques ont enregistré une augmentation moyenne de la température d'1 degré. Une valeur qui semble minime, mais qui pourtant a des conséquences directes sur les inondations. Depuis le début de l'ère industrielle, le niveau des océans a monté de 20 cm. D'accord ? Donc typiquement pour les zones côtières, submersibles, cette montée de 20 cm va évidemment jouer un rôle très important sur les inondations. Cette montée des eaux n'est pas prête de s'arrêter. Les scénarios les plus pessimistes annoncent une augmentation de la température de 6 degrés à la fin du siècle. Si le climat se réchauffe fortement, cette augmentation pourra atteindre 60, 70, 80 cm. On nous annonce même peut-être 1 mètre d'ici la fin du siècle. On aura des inondations qui seront plus importantes, avec des hauteurs d'eau plus importantes, donc des dommages plus importants. Et puis cela va contribuer à l'inondation de secteurs qui jusqu'à présent n'étaient pas inondables. Des inondations qui menacent les côtes de nombreux pays dans le monde. En Asie, le Bangladesh est aujourd'hui devenu le pays le plus exposé aux conséquences du réchauffement climatique. Les inondations qui ravagent chaque année ce petit territoire annoncent un phénomène d'une plus grande échelle qui pourrait frapper de nombreuses zones, un peu partout sur la planète. Le Bangladesh est un territoire très particulier d'un point de vue géographique puisque les 2/3 de son territoire sont situés sous le niveau de 5 mètres, ce qui le rend particulièrement vulnérable aux submersions marines et notamment à la hausse du niveau de la mer. On compte au Bangladesh environ 170 millions d'habitants sur un territoire qui représente à peu près un quart de la superficie de la France métropolitaine. Donc il faut imaginer, on a une densité de population de plus de 1200 habitants au kilomètre carré. C'est comme si vous mettiez sur le territoire américain la totalité de la population mondiale et vous n'auriez pas encore la densité actuelle de population au Bangladesh. Une population qui doit composer avec l'eau, car elle vit dans le plus grand delta du monde. Le Bangladesh est en effet traversé par 3 grands fleuves majeurs, le Gange, le Brahmapoutre et le Meghna. Mais ce n'est pas tout. Le pays compte aussi plus de 230 cours d'eau qui recouvrent en tout près d'1 dixième du territoire. Le Bangladesh, à cause de ce réseau hydrographique parmi les plus dynamiques et les plus denses au monde, connaît chaque année des inondations qui peuvent recouvrir 25 à 40% de la superficie totale du territoire. Ça, c'est dans une année normale, mais le Bangladesh, dans les pires années, a connu des inondations qui pouvaient recouvrir jusqu'à 60 ou 70% du territoire. Des inondations qui s'étendront davantage avec le réchauffement climatique. Car l'augmentation de la température provoque aussi des épisodes pluvieux de plus en plus intenses. Les climatologues expliquent ce phénomène par l'évapotranspiration. L'atmosphère, vis-à-vis de la vapeur d'eau, c'est un peu une éponge. Elle a la capacité d'absorber de la vapeur d'eau, mais jusqu'à une certaine limite. Et plus l'atmosphère est chaude, plus cette limite est élevée. Donc une atmosphère plus chaude contiendra plus de vapeur d'eau. Lorsque vous avez à peu près 1 degré centigrade d'élévation de température, pour les températures moyennes que l'on connaît actuellement sur le globe, vous avez une augmentation de 6 à 7% de vapeur d'eau que peut contenir l'air. En fin de compte, le fait d'augmenter l'humidité va générer des millions et des millions de mètres cubes d'eau de précipitations qui, à un moment donné, arriveront dans une zone ou dans une autre. Toutes les eaux qui tombent sur les contreforts de l'Himalaya, in fine, va alimenter les torrents, les bassins qui vont se jeter dans ces grands fleuves et vont arriver dans le delta du Gange. Dans les fleuves, ces pluies torrentielles augmentent les débits jusqu'à 20 fois la normale. Elles provoquent des inondations qui laissent des millions de personnes sans terre habitable. Conjuguées à la montée des océans, le Bangladesh est aujourd'hui menacé de disparition. On estime chaque année que c'est environ 10 000 hectares de terre qui disparaissent avec l'érosion au Bangladesh.
La plupart des experts considèrent que d'ici 2050, le Bangladesh risque de perdre 17 à 20% de son territoire. Des projections alarmantes, surtout qu'on prévoit une explosion démographique. La barre des 200 millions d'habitants sera vite franchie. Le nombre de réfugiés climatiques dans le pays pourrait alors atteindre 50 millions de personnes. Une migration qui ne se limitera pas au Bangladesh, mais concernera le monde entier. D'ici 2050, on estime que c'est 200 à 250 millions de personnes qui pourraient être déplacées par les catastrophes naturelles. Au premier rang de ces catastrophes, on aura les inondations. Des déplacements qui créent un cercle vicieux. Les migrations engendrent l'étalement des villes sur les zones inondables, avec de nouvelles constructions qui risquent d'alourdir la facture des dommages causés par les inondations. Rien qu'en Europe, on estime qu'entre aujourd'hui et 2100, ces coûts annuels passeraient de 7 à 100 milliards d'euros. Il devient urgent en fait, de modifier nos consciences et de faire en sorte de comprendre que l'adaptation aujourd'hui, c'est la seule solution. Se protéger face aux inondations devient nécessaire, car si selon les scientifiques, le climat est déjà écrit jusqu'en 2050, l'homme peut encore changer la donne pour 2100. Un dernier espoir pour éviter des inondations géantes, une des forces de la nature les plus dévastatrices de la planète.